sur le 2. Parce que je trouve que la notion du 2, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental dans l'aventure humaine. Ne serait-ce que par le fait qu'on inspire, on expire. C'est la base. Et qu'on est né d'un homme et d'une femme qui ont mis leurs cellules ensemble pour qu'on arrive. Donc je veux dire déjà ça, c'est la base du 2. Et c'est une base qui, quel que soit ce qu'on pense de la vie, on n'y échappe pas. Voilà. On n'y échappe pas comme on a deux jambes et que pour marcher, il faut avancer celle de gauche et celle de droite et celle de gauche et celle de droite. C'est que cette notion de pulsation, elle est fondamentale. Moi, je voudrais parler d'expérience quand même que j'ai vécue par rapport à ça. Parce que cette notion de pulsation est perçue par nous parce qu'on est sur ce plan vibratoire, dans cette fréquence, dans cette fourchette de fréquence vibratoire qui se passe sur Terre. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont fait des expériences d'état modifié de conscience et d'états de conscience qui sont vraiment inouïs. Et dans ces états de conscience, je pense que toutes les personnes qui ont fait des expériences de ce type ont pu constater qu'il n'y avait plus de temps. Qu'il n'y avait plus de temps, qu'il y avait de la présence, c'est tout. Et que dans la présence, il n'y a plus de pulsation. Il y a juste je suis. J'ai fait moi-même des expériences de sortie de corps ou un peu sauvages qui se sont fait comme ça, sans que je l'ai prévu. Moi, la plupart de mes histoires et de mes aventures initiatiques, elles me sont toujours toutes tombées dessus sans que je l'ai prévu. Donc en général, c'est d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Bon. Et après, il faut que j'assimile l'expérience. Donc parmi ces expériences où j'ai senti ça, je me rappelle un jour, c'était il y a une trentaine d'années, je m'étais allongée sur un lit et j'avais commencé à faire des respirations, je m'amusais avec les respirations et je m'amusais à faire des temps de rétention en poumon plein, poumon vide. Je faisais une petite expérience comme ça, je m'amusais en fait. Et d'un coup je suis sortie de mon corps, je n'avais pas prévu du tout que ça pouvait m'arriver, j'avais absolument rien prévu du tout, je m'amusais simplement. Et d'un coup je suis sortie de mon corps et je voyais mon corps en bas et je suis partie dans le cosmos. Et j'étais juste dans la conscience. Et cette conscience était dans une fréquence extrêmement fine et de plus en plus rapide, comme ça. Et étant dans cet état de conscience où je sentais tout, et je voyais tout, et je savais tout, il n'y avait plus de différence entre l'inspire et l'expire. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, bon. D'accord, du coup, selon dans quelle fréquence nous sommes, nous ne percevons pas la dualité de la même manière. Voilà. Ça, c'est un peu pour rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, on est des humains qui sommes à la fin d'un monde et à l'orée d'un nouveau monde. Donc on est des humains qui sont dans la charnière. On est en train de mourir, d'avoir un monde qui est en train de mourir, et un monde qui est on est en gestation de ce monde qui vient, et nous sommes tous enceintes de ce monde qui vient. Et c'est bien de partager ensemble ce que l'on perçoit de caractéristiques de cette aventure d'être dans le passage. Partageons ça, parce que ensemble nous tissons ce nouveau continuum humain qui va se déployer la réalité qui vient. Et c'est important de la partager pour que ça ne reste pas juste une aventure solitaire, individuelle, même si chez chaque personne, la vie nous enseigne et vient, je dirais, faire un effet zoom. C'est un peu comme si on était tous des faisceaux. On a tous, avec notre conscience, une zone d'éclairage. Et chacun apporte la richesse de sa zone d'éclairage. On n'éclaire pas tout d'un coup, sinon on est illuminé et on se fait brûler par la lumière. Et donc je crois que c'est important de respecter notre rythme, de ne pas forcer les choses, de les faire au fur et à mesure où notre âme nous enseigne, nous accompagne et nous montre. Je crois que c'est très très important de respecter le rythme d'évolution qui se passe à travers nous. C'est hyper important. On a tellement été dans un monde qui nous a transgressés. On a tellement été dans un monde qui nous a obligés à croire à certaines choses, à se plier à certaines façons de fonctionner, à aller contre notre nature.
Et il est très important de respecter notre nature. Et notre nature, elle n'est pas fixe, elle est évolutive. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a besoin de telle chose que demain, on aura besoin de la même chose. On n'est pas la forme. Voilà. Alors, on ouvre le premier dossier du 2. Il y a la forme et il y a il y a l'émanation. C'est deux choses, ce sont deux choses différentes. Je dis ça, pourquoi? Parce que de la même manière que le mot, on va parler du mot par exemple, le mot a du sens. Voilà, on utilise un mot, ça a du sens. Tout le monde va partager un peu ce sens. On va tomber d'accord sur le sens du mot. Mais le mot, c'est l'enveloppe. Ce mot peut être dit dans la bouche de tout le monde. Tout le monde peut utiliser le même mot. Mais, à travers ce mot, il va passer la vibration de la personne qui l'émet. Et la vibration raconte son mystère, raconte la texture de sa présence, raconte la texture de là où la personne en est. C'est son souffle qui va faire vibrer le mot. Et c'est ce qui fait que le même mot dans la bouche d'un, ça ne fera pas le même effet que le même mot dans la bouche de quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la forme et il y a le souffle qui anime la forme. De la même manière que nous sommes un corps, nous sommes venus nous incarner dans un corps, là, dans cette dimension-là. Mais le jour où vous mourrez, c'est-à-dire que votre âme, elle s'en va, elle va jouer ailleurs, mais il n'y a plus personne qui veut garder votre corps. Hein. Le plus matérialiste de tous les matérialistes va se dire, mais où je vais le mettre ce corps? Où je vais mettre cette forme qui m'encombre si elle n'est pas animée? C'est intéressant. Alors, on va avoir aujourd'hui, parmi les fous furieux qui veulent diriger la planète et les envoyer dans une certaine direction, on va avoir des êtres qui disent, oh, moi la forme, je veux la garder pour toujours. Il y a des fous de l'éternel qui veulent garder leur forme pour toujours. Moi, je pense, c'est mon avis, qu'ils ont fait tellement de bêtises qu'ils ne veulent plus partir. Parce qu'ils se disent, si je pars, je rends la note. Donc je reste. Bon, moi je les suspecte d'un plan comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'ils veulent se faire mettre dans le froid, on ne sait jamais si on peut le faire revenir. Bah, bref, ils ont plein d'idées. Des idées pour tuer la mort. Et tuer la mort, j'aime bien penser. Mais je trouve ça terrible. Heureusement qu'on est mortel dans notre forme. Heureusement que notre âme peut aller se balader ailleurs. Heureusement que notre âme ne réduit pas son expérience à cet espace-temps. D'accord? Là, il est important de se dire que nous sommes infiniment vastes et infiniment infinis dans notre véritable nature. C'est-à-dire qu'en nous, on a bien sûr une enveloppe qui nous cerne, qui fait qu'on est isolé, chacun, nos émanations soufflent à travers chaque véhicule, mais en vérité, nous sommes un continuum. C'est-à-dire qu'en vérité, nous sommes du souffle qui circule aussi. Nous sommes une trame de lumière. Et nous sommes tous les canaux de cette trame de lumière, les filaments de cette trame de lumière. Et je dirais que le 2 que l'on expérimente sur cette fréquence actuelle, moi j'ai envie de dire, pour l'instant c'est comme ça, mais rien ne dit que demain ça sera comme ça, qu'on va le percevoir. Et je dis, préparons-nous à l'inouï aussi, parce que je pense que dans les expériences que l'on va faire dans les siècles qui viennent, on va vraiment expérimenter des choses qu'on ne peut même pas encore imaginer. Voilà. C'est vraiment un ressenti que j'ai. Parce que selon les fréquences, le niveau de conscience dans lequel nous sommes, nous ne percevons pas les choses de la même manière et nous pouvons percevoir les choses aussi en tant qu'être unifiés. Alors j'ai envie de parler de ça, de l'unification. Parce qu'en nous, nous sommes effectivement écartelés dans notre expérience d'incarnation et notre expérience d'âme entre deux logiques qui apparemment ont l'air de ne pas toujours être bien d'accord ensemble. Notre logique incarnée est toujours plein de conflits, qui est en train de se dire, il y a ça et ça, alors comment je fais? Parce que ça, si je fais ça, non, ça va pas, si je fais ça, c'est pas forcément satisfaisant complètement. On est souvent pris dans des dilemmes, et c'est pour ça que dans la formulation de la conférence, j'ai parlé de la voie de la spirale. Alors j'ai parlé de qu'est-ce que c'est que la voie de la spirale.
La voie de la spirale, c'est une façon de gérer nos conflits. À l'intérieur de nous, bien sûr, mais aussi à l'extérieur, sachant que les conflits extérieurs sont quand même un peu le miroir du conflit intérieur. Donc on sait qu'on est en interaction et on sait qu'on est dans une réalité holographique et qu'à partir du moment où le conflit va émerger dehors, c'est que quelque part il résonne avec un conflit qui est dedans. Donc c'est toujours intéressant de faire des allées et venues pour essayer de faire bouger la problématique, pour la refaire respirer et faire qu'elle ne fasse pas un trop gros serrage, parce qu'on a tendance à faire des serrages quand on est mal mis dans nos vies et que d'un coup ce qu'on vit ça ne nous plaît pas. C'est bien sûr c'est quand ça ne nous plaît pas qu'on fait des serrages. Mais des concerts, ça empêche l'âme de vibrer à une certaine fréquence et donc de trouver des solutions qui pourraient justement être unifiantes. Donc l'objectif quand on est sur une zone de conflit, c'est pas de la mettre de côté, parce que ça fait des millénaires que les gens refoulent ce qui les dérange, on voit bien où on en est. Je pense que l'ère du refoulement c'est fini. Parce qu'on est en train de tout se prendre, tout remonte. Voilà. Tout remonte parce que les fréquences vibratoires de la Terre sont en train de bouger, sont en train de monter. À partir de ce moment-là, tout ce qui est dans les caves remonte. Et c'est à travers nous que ça s'exprime. Donc c'est nous qui sommes le lieu où ça va se transmuter, où ça va se transformer, où ça va se résoudre. Et chacun dans nos histoires les plus intimes, nous sommes une espèce d'alambic, de creuset, je dirais d'alambic alchimique, où nous sommes invités à ne pas sous-estimer les conflits qui nous traversent. Voilà. J'ai envie de dire, arrêtons de mettre de côté en disant c'est pas grave, c'est rien, non, ou je dois dépasser, ou faisons comme si rien, non. Il y a un problème, on le regarde. On le regarde et on essaie de le faire respirer jusqu'à ce qu'une solution advienne. Alors, voilà, j'avais envie de parler de ça, comment on gère nos conflits. Et la voie de la spirale, ça veut dire que, au lieu de rester à tourner entre c'est ça, ou ça, ou ça, ou ça, et en fait c'est ni l'un ni l'autre, parce qu'en fait quand ça, on est là, ça exclut la polarité complémentaire, et quand on est là, ça exclut la polarité complémentaire, et on peut tourner en rond pendant très longtemps avec les mêmes ingrédients et les mêmes façons de regarder. Or, ce qui va nous permettre de sortir de la dualité, c'est de faire le coup de rein qui nous fait regarder sous un autre angle. Ce que j'appelle la spirale. La spirale au niveau de la conscience et la spirale au niveau du mouvement interne. C'est-à-dire que je suis devant un conflit, ce conflit me saute à la gorge, on le constate d'abord. Après, on l'observe. Parce qu'avant de savoir quoi faire, remettons les choses dans l'ordre. La plupart du temps, quand on vit quelque chose qui nous dérange, le premier réflexe qu'on a, qui est un réflexe patriarcal, est de dire qu'est-ce que je fais ? Oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Parce que là, il faut que ça s'arrête tout de suite. Il faut que ça s'arrête tout de suite. Or, à chaque fois qu'on a un conflit, c'est une expérience initiatique qui nous est proposée. Donc si on le prend comme tel, c'est loin d'être superflu. Je dirais que c'est même là que vont se jouer les choses les plus importantes de notre participation. Voilà. Et ça, personne ne peut juger de ça. L'important, c'est d'être vrai avec soi-même, et plus on va être vrai avec soi-même, plus on va être vrai avec l'autre, et plus on va pouvoir tisser et faire respirer l'émanation qui est la nôtre. Voilà. Parce que l'objectif, ce n'est pas que ce soit notre ego qui, avec ses affolements, dirige l'histoire. L'histoire, c'est que ce soit notre âme qui dirige l'histoire. Parce que notre âme, elle est éternelle. Là, on est encore devant une dualité. Notre part éternelle, notre part mortelle. Notre part mortelle, elle est bien sûr omnubilée par le fait de pouvoir être détruite. Ou de perdre, ou d'être en mauvaise posture. Donc notre part mortelle, elle fait beaucoup de bruit. Alors que notre âme, elle sait tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est rentré dans la création. Elle connaît toute l'histoire. Donc elle sait exactement pourquoi on se retrouve dans telle situation ou dans telle situation, pourquoi on bute là-dessus, pourquoi on bute là-dessus. Elle sait. Et elle sait la question que notre ego doit se poser pour que notre ego arrête de buter là-dessus et qu'elle s'aligne avec notre âme. Et c'est notre travail intérieur au quotidien qui va permettre ça, qui permet ça.
Voilà. Ne sous-estimons pas tout ce qui peut nous déranger. Là, j'ai envie de casser voilà, une espèce de croyance qui a beaucoup été à la mode dans les milieux spirituels ces dernières années, qui est que l'objectif, c'est qu'on soit bien. C'est pas vrai. L'objectif, c'est qu'on soit vrai. L'objectif, c'est que notre aventure, elle est du coffre. Que notre aventure, elle nous permette de faire que notre âme soit le plus présente possible. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que notre part éternelle, qui est notre âme, donc notre émanation, qui sait tout, est appelée aujourd'hui à faire que notre être incarné et notre âme se rapprochent, pour qu'elles se mettent en phase. Parce que c'est notre âme qui sait. On est dans un monde où on nous a soigneusement demandé de ne pas écouter dedans pour écouter dehors. De ne pas écouter la guidance interne pour se plier à l'exigence externe, pour être intégré dans la société, pour être avalisé, pour avoir voilà, tout ce qu'on connaît dans l'histoire de la société. Mais en faisant ça, on se perd. C'est-à-dire on perd la guidance interne, on perd le radar, on perd le respect du radar. Le respect du radar. Moi, je vous invite à retrouver le respect du radar. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a tellement d'infos, de contre-infos, c'est un truc de fou. Si à l'intérieur, on n'a pas le radar qui palpite, mais vous passez votre temps à valdinguer sur tous les murs de la maison. Hein. C'est... Là, c'est... Tout le monde est dans le décor. C'est trop fort. Or, justement, comment on peut vivre notre dualité? Notre dualité, c'est aussi dire que, oui, nous sommes éternels, mais nous sommes aussi mortels. Et nous devons gérer les deux à la fois. Alors, quand on dit notre âme est appelée à se rapprocher de notre être incarné qui est appelé à se rapprocher, c'est-à-dire qu'on est appelé à se rapprocher, à s'aligner. Et c'est quand notre âme et notre être incarné sont alignés que d'un coup on se sent en unité. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu, ça s'intègre. Ça prend sens. D'un coup c'est « Ah, mais c'est bien sûr ». Voilà. Et pourquoi? Parce que d'un coup on accepte le fait que être mortel, c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est que notre âme n'arrive pas à faire l'expérience qu'elle a envie de faire. Parce que notre âme, elle, est éternelle. Donc elle sait ce qu'elle va trimballer dans ses valises. Et elle sait aussi ce qu'elle peut faire à travers un ego qui est plus unifié. C'est-à-dire qui est plus disponible, qui est plus prêt à colporter le souffle. Voilà, à se laisser traverser par le souffle. Parce que la notion de souffle met dans une logique où on n'est plus dans une logique gagnant-perdant, mais on est dans une logique gagnant-gagnant. Ce qui est la logique universelle, c'est la logique de la création. Dans la création, tout a sa place, tout le monde a sa place. Et notre place, elle bouge. C'est pas juste, on n'est pas dans une place fixe, ça bouge. On est tout le temps comme des planètes les uns à côté des autres, et on est tous dans des jeux d'aimantation, de pulsation, de révélation, on se révèle les uns des autres. Et c'est une magnifique aventure, on est à la fois des révélateurs et à la fois très seuls en fait dans le fait d'avoir pris un corps. Voilà. Donc cette notion de corps et cette notion d'être désincarné, c'est important de travailler ensemble. Et pour travailler la connexion avec notre âme, en tout cas lui permettre de nous parler plus clairement, il s'agit d'écouter son ressenti. Voilà. Écouter son ressenti. Parfois, on confond le malaise qu'on peut ressentir avec le message que le malaise porte. Par exemple, on va aller dans un endroit, on va rencontrer quelqu'un, on va se dire « Ah, je me sens pas très bien ». On pense que c'est nous, on n'est pas très... il y a quelque chose qui ne va pas, on se pose la question de à quel endroit ça dit. Mais en vérité, c'est un signal. Je crois qu'il est très important d'arrêter de nier les signaux que l'on ressent. Après, il ne s'agit pas de leur donner non plus libre cours comme si c'était eux qui devaient nous emporter comme un cheval fougueux et que nous, on est là, traînés par le cheval à travers notre incarnation. Non, il s'agit de chevaucher le cheval. Le cheval, c'est nous aussi. Tous les personnages, c'est nous. Tous les personnages de notre histoire, c'est nous.
Parce qu'il y a quelque chose d'holographique, c'est-à-dire que les êtres, toutes les histoires que l'on a pu vivre, dans d'autres temps, dans d'autres espaces, dans d'autres dimensions, toutes ces histoires-là ont une trame de scénario commune. Et cette trame de scénario-là, tant qu'on ne l'a pas identifiée, on la rejoue. On peut la rejouer de maintes façons, mais en même temps, si on regarde bien, on a toujours la même trame je dirais, de dramaturgie personnelle. Voilà. Chacun a un style, on va dire. Chacun a un style de drame. Et un peu comme les drames qui sont décrits dans la mythologie grecque. Chacun a une affinité avec une forme d'aventure initiatique qui est l'être en quête de qui il est en vrai, en quête du sens de son histoire, en quête de son accomplissement. Et dans l'époque qu'on traverse, ce que je constate, c'est qu'on peut, en travaillant sur les nœuds ou les conflits ou les difficultés qui émergent le long de notre route, faire en sorte de dénouer vraiment en changeant de regard. En changeant de regard, ça veut dire sortir du regard de c'est bien, c'est mal. Je fais bien, je fais mal. Sortir de cette dualité-là. Se dire, qu'est-ce qui se joue avec la vision de l'aigle dans cette histoire? Je vous explique pourquoi je dis ça. Moi, je travaille beaucoup en accompagnement avec des gens qui sont en recherche. C'est ce qui me passionne. Je suis passionnée par l'aventure humaine. Et voilà, j'aime partager ça. Et j'accompagne les êtres dans ce sens-là. L'astrologie est un super outil pour ça, parce que ça permet d'avoir beaucoup d'informations très précises sur les histoires karmiques, sur les histoires généalogiques. Bref, on a énormément d'informations qui sont dans le thème. Mais l'histoire n'est pas simplement de remettre en scène quelque chose, c'est comment on va le résoudre. D'abord, on remet en scène, en général, ça se manifeste par une crise qui a un certain visage dans notre histoire. Chacun, on a nos styles de crise, notre façon de criser, mais on a tous, quelque part, dans nos histoires, à des moments des émergences de conflits. D'abord, accepter que c'est une question pertinente. Voilà. Même si on ne sait pas encore quelle réponse on va donner à cette question. Arrêtons avec les réponses automatiques, sortons de nos chemins habituels de pensée, de notre façon de regarder les choses, de les comprendre, et mettons-nous enfin dans « je ne sais pas encore ». Je vais essayer de regarder de plus loin. Je vais essayer de regarder sous un autre angle. Donc, la première étape, c'est d'abord l'observation. Et une fois qu'on a bien identifié ce qu'on est en train de vivre, et qu'est-ce qui se joue dans notre histoire, qui s'est déjà joué là, qui s'est déjà joué là, qui s'est déjà joué là, qui s'est joué dans nos ancêtres, qui s'est joué pour les uns, pour les autres. On a ça dans notre ADN. Toute leur histoire est dans notre ADN. Tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie est inscrit aussi dans notre bagage, dans notre champ morphique. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on dit est dans notre champ morphique, résonne dans notre champ morphique. Voilà, tout ça pour dire que c'est intéressant d'aborder les choses sous un autre angle et de surtout chercher à regarder la vision de l'aigle, avec la vision de l'aigle. Par exemple, quand dans une famille, on a, par exemple, très souvent on est dans un monde où les rapports de pouvoir sont souvent viciés, donc il y a souvent des prédateurs, il y a des prédatés. La plupart du temps, dans toutes les familles, il y a des histoires de pouvoir. Voilà. Il y a des histoires de pouvoir sur la planète Terre, c'est le problème de la planète Terre, c'est comment exercer son pouvoir de façon saine. Et ça, c'est une grosse histoire. Je pense que si on avance chacun là-dessus, mais on participe de la meilleure des façons. Assainir la façon dont on vit le pouvoir, ni en soumission, ni en domination, mais en même temps en osant être. L'histoire, autorise-toi à exprimer là où tu en es. C'est pas être dans l'absolu, c'est être là où on en est. Témoigner sincèrement de là où on en est. Et donc, dans les familles, je disais, il y a des prédateurs et des prédatés. Les prédateurs, en général, font leur loi, et les prédatés se plient, en râlant, ou en se taisant, ou en se soumettant. On a souvent ce jeu de rôle. À partir du moment où ça a été enregistré dans l'ADN, à partir du moment où ça a été enregistré dans notre propre expérience personnelle,
on va sans arrêt le déplacer. Comme une forme holographique, qui est une empreinte, et on va sans arrêt le déplacer, on va trouver d'autres personnes qui vont nous donner la réplique, qui vont jouer le rôle de l'un, le rôle de l'autre, et on va sans arrêt déplacer cette scène, jusqu'à ce qu'on pénètre cette scène avec notre conscience, et qu'on se dise, mais c'est où que ça déconne cette histoire? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue en termes de pouvoir? Et ce qui est intéressant, c'est que même si on ne trouve personne pour nous donner la réplique, c'est-à-dire qu'on se met tout seul dans un placard, ou tout seul dans une grotte, ou tout seul dans une retraite, bon, c'est-à-dire d'un coup on dit bon, on arrête de nous faire mousser le truc, on se retire, on se dit bon, mais à l'intérieur, il y a une répartition de rôles, et vous avez plusieurs personnages qui vous rejouent la scène. On met dans un placard, on rejoue la scène tout seul. C'est-à-dire qu'on joue tous les personnages. On a le prédateur, on a le prédaté, on a celui qui se soumet, on a celui qui abuse, on a celui qui bâillonne, on a tous les personnages. Et ce qui est intéressant, c'est de le reconnaître. Ok, on a tous les personnages. Alors comment on fait pour faire évoluer cette scène? Voilà. Déjà, comprendre ça, la lire, la scène. Et après, il va falloir créer des zones de relâche. Quand on a un nœud, si on tire dessus, c'est pire. Créer des zones de relâche, c'est ce qui permet de défaire un nœud. C'est qu'on va observer par où passe le fil. Et on va créer des zones de relâche à des endroits pour que petit à petit ça respire. On va suivre, la forme par où ça passe, où ça coince. Et en faisant ça à l'intérieur, en mettant de la conscience dans ce qu'on n'accepte pas, on refait passer de l'esprit, on refait passer la présence à un endroit où notre présence est exclue, et à ce moment-là, on refait respirer le nœud. Et là, la vie nous propose d'autres versions de l'histoire, ou en tout cas une version plus atténuée petit à petit. C'est-à-dire ce qui hier vous tuait, aujourd'hui vous dérange. C'est déjà mieux. Il faut y aller par pas à pas. Pas être tout de suite fanfaron en disant je vais vous régler le coup. Non. Parce qu'on se traîne des histoires depuis des siècles. Donc on est la génération, voilà, on est les générations qui sommes en train de transmuter tous ces poids où on s'est perdu. Voilà, on s'est perdu. On s'est perdu parce que d'abord on est dans un monde au niveau collectif où on nous a menti, où on nous a baladé, où on nous a donné une version de l'histoire qui est totalement erronée. Bref, on est né dans un monde où tout est faux. Et pour supporter que tout ça s'écroule, il faut échafauder dedans quand même. Il faut dedans dire je m'en fous, ma conscience elle veut savoir. Elle ne peut plus renier. Voilà, elle ne peut plus renier. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, je dirais, mettre au monde un monde en disant je suis présent. Pour être présent au monde, il faut dire oui. Il faut être d'accord. Il faut être d'accord avec la situation. Tant qu'en nous, il y a une partie de nous qui dit non, on ne peut pas être présent. Comment obtenir cette présence? Par le fait de résoudre aussi tous ces conflits-là, ou même de simplement les accepter. Il ne s'agit pas d'attendre qu'on soit parfait, parce que si on attend d'être parfait, je pense qu'on ne va pas y arriver. Et puis la perfection n'est pas très intéressante, parce que la perfection est connotée comme étant créant une espèce de quelque chose de figé. Et le mouvement, c'est justement parce qu'on a en nous, haute facette de notre dualité, une part de nous qui est accomplie, et une part de nous qui est inaccomplie. C'est-à-dire ce qui n'a pas encore été révélé de ce que nous sommes, de notre potentiel, de ce que nous pouvons devenir, de ce qui n'est pas encore advenu. Et c'est intéressant aussi d'accepter d'avoir toute une part de nous qui respire et qu'on ne sait pas encore ce qu'on sera demain et ce qui se révélera à travers nous. Et c'est intéressant aussi cette pulsation entre l'accompli et l'inaccompli. On parle de double. Et c'est vrai que quand on se retrouve d'un coup à l'intérieur dans la pure présence, cette notion de dualité se transforme.
chacun, ici, je pense, a fait l'expérience déjà de ça, d'une manière ou d'une autre, en méditation ou dans des pratiques particulières. D'un coup, on est là. On est là tel qu'on est. Il n'y a pas à dire ça serait mieux, ça serait moins bien plus tard, dans demain. C'est maintenant. C'est maintenant tout de suite. Alors, donc je vous invite à travailler cette notion de accepter d'être là, accepter que ce qui nous arrive, eh ben, c'est notre initiation. Et si on le regarde comme une initiation et non pas comme une erreur, on aura déjà changé beaucoup de choses dans l'approche. Et c'est ça la spirale. La spirale, c'est que je sors du cercle vicieux pour regarder sous un autre angle et vivre la tête haute. Voilà, vivre la tête haute. Et non pas vivre en subissant le poids je dirais de non-adhésion intérieure. Voilà, j'ai ouvert le sujet comme ça parce que le 2 est extrêmement vaste au niveau, bien sûr, des sujets qu'on peut aborder, parce qu'on va en aborder pendant toute l'année. On est quand même dans un 2022. Ouais. Et cette date-là, 2022, c'est déjà 6, et c'est en numérologie. Et 6, c'est quand même très lié à l'amour, c'est lié à la façon dont on vit nos liens. Et ces liens qui sont à l'extérieur, bien sûr, nous renvoient à nos liens internes. Quelle relation on a avec nous-mêmes, quelle relation on a avec toutes les facettes de nous-mêmes. Pas juste nous-mêmes comme ça, toutes les facettes de nous-mêmes. Et avec le mystère aussi de notre théâtralité intérieure, qui est finalement très secrète, même si ça suinte un peu. Je dirais que dans cette notion de dualité, on a aussi, bien sûr, la notion de complémentarité. Parce que cette notion de je ressens et j'aimais, je reçois et j'aimais, donc qui est cette pulsation du féminin masculin, de la connaissance et de la participation à l'action, cette pulsation elle est aussi très importante à respecter. Parce qu'on a tendance à survaloriser notre manifestation, comme si c'était la seule preuve qu'on n'était pas à côté de la plaque. Mais en vérité, les temps de gestation sont extrêmement importants à respecter. Il est important d'attendre parfois que les choses se déposent. On voudrait tout de suite avoir la solution, on voudrait tout de suite que ça se manifeste, on voudrait tout de suite que ce que l'on met au monde, ou ce qu'on met en gestation, se manifeste tout de suite pour être rassuré. Il y a un vrai besoin de rassurance tout le temps il faut que ça se voit. Mais il y a toute une partie de l'effet de notre être qui est juste, qui prend sa racine dans notre émanation. C'est que même si on se la ferme, même si on ne se connaît pas, bon, je ne connais pas, mais on a une émanation. Et quelque part, notre émanation, elle dit plein de choses, on est déjà en échange les uns avec les autres. Juste par le fait de se sentir. Et ce qui se passe dans comment on se sent. On est déjà des révélateurs, comme on pourrait dire, si on met telle substance dans une éprouvette et telle substance dans une éprouvette, et ben, les deux, ça va faire du bleu. Mais ni l'un ni l'autre sont bleus. C'est quand on les met ensemble que ça devient du bleu. Il y a cette notion de fertilité dans le fait de se fertiliser les uns les autres, c'est-à-dire de s'aider à se révéler. Et on peut révéler le plus beau de nous-mêmes comme on peut révéler le plus terrible. On est terrible et magnifique. C'est le propre de l'être vivant, d'être terrible et magnifique. Et je pense que c'est important de le savoir, juste de le respecter, de le gérer. De gérer ça.